Merci. La session va porter sur le secteur privé et le capital foncier. Je pense qu'à la suite des aspects liés aux outils de planification, et je pense qu'il serait important aujourd'hui, ce matin, que la problématique de l'investissement qui est au cœur du développement soit abordée en rapport avec le facteur essentiel de production qui est le foncier. Aujourd'hui, quand on parle de l'investissement, au cœur de la problématique de l'investissement, je pense que les intervenants vont y revenir, le foncier est au cœur. Sans trop monopoliser la parole, parce qu'on veut que cette session soit l'opportunité pour les participants d'intervenir. Je vais donner la parole au docteur Oumar Syll, mon ami Syll, qui est un expert sur ces questions d'emploi. Moi, je l'ai connu quand il parlait des questions d'emploi, notamment l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat, l'accompagnement des investisseurs, notamment des migrants de retour. Hein, il a un vécu là-dessus. Monsieur Syll est expert sur l'investissement, sur des questions d'investissement agricole responsable au niveau de la FAO. Donc, il va être le premier intervenant de ce panel. Monsieur Syll, vous avez la parole. C'est juste une contribution que la FAO compte apporter à cette importante rencontre sur le foncier, notamment le panel concernant le secteur privé et le capital foncier, à travers les investissements responsables agricoles, dans les investissements agricoles responsables, donc dans les systèmes alimentaires, en vue de contribuer à la souveraineté alimentaire et à la sécurité nutritionnelle. Slide. La présentation que je vais partager avec vous va s'articuler autour de 3 sections. La première porte sur les principes pour un investissement responsable dans l'agriculture et les systèmes alimentaires. La deuxième portera sur les gouvernances, sur la gouvernance du moins, donc pour la promotion de l'investissement agricole responsable. Et la troisième section va porter sur l'appui de la FAO au gouvernement en vue de la promotion de l'investissement agricole responsable. Allez-y. D'abord, un rapide survolant des objectifs et enjeux de l'investissement agricole responsable. L'objectif principal, ou bien l'un des objectifs principaux, c'est d'abord de stimuler les investissements pour contribuer à la souveraineté et à la sécurité alimentaire. Parce que, comme vous le savez, l'augmentation des investissements agricoles responsables est nécessaire pour réaliser les ODD, notamment l'ODD sur la faim zéro, et reconstruire les systèmes alimentaires durables et résilients. Une estimation de 2015, malheureusement, je n'ai pas d'estimation plus récente, fait état d'un besoin en investissement annuel de l'ordre de 170 milliards de dollars annuels au plan global, au plan africain du moins, et dans cet ordre-là, 41% sont nécessaires, donc 119 milliards de dollars par an, pour l'agriculture, pour éradiquer la faim et la pauvreté d'ici 2030 en Afrique. Mais comme vous le savez, c'est des estimations qui ont varié avec le temps, notamment avec les conflits récents que le monde a connus, notamment le conflit en Ukraine, entre autres, et le conflit au Moyen-Orient, qui commence à impacter sérieusement sur les questions liées à l'agriculture. Cependant, stimuler les investissements aussi ne veut pas dire
tout type d'investissement. Les investissements n'ont pas les mêmes effets bénéfiques sur la planète d'abord en termes de gestion rationnelle des ressources naturelles, en termes d'exploitation abusive de ces ressources naturelles. Les investissements peuvent avoir des effets négatifs importants, aussi bien sur l'environnement que sur les communautés, mais aussi sur la société de façon générale. L'investissement responsable vise à atténuer ces effets néfastes ou à inverser la tendance pour faire en sorte que les communautés, les personnes et la planète puissent davantage bénéficier des investissements dans les systèmes alimentaires. C'est pourquoi les efforts sont orientés vers une approche à triple performance. Une approche visant à la création de richesses, donc à travers la création, disons, des investissements productifs qui soient bénéfiques à l'investisseur, qui puissent générer un retour à l'investisseur. Ça, c'est commun à tout type d'investissement. Tous les investisseurs, a priori, cherchent à gagner de l'argent, à se faire des profits. Donc, pour que l'action que nous menons puisse avoir un sens, il faut bien intégrer cette donne. Mais cette recherche effrénée de profit ne doit pas constituer une entrave ou bien une source de risque aux communautés d'abord, donc aux personnes. Tout type d'investissement responsable doit tenir compte des questions de sécurité, des questions de santé, des questions d'équilibre social et environnemental, donc pour préserver un peu les conditions favorables à la réalisation de la souveraineté alimentaire. Donc, en résumé, c'est un investissement qui doit viser une transformation rurale durable. Durable au plan environnemental, au plan social, au plan de la gouvernance, au plan éthique, au plan culturel et territorial. Allez-y. Et les enjeux sont multiples. Hein. De la formation, l'accès à la formation, à l'information, à l'accès aux fonciers ou aux autres facteurs de production de façon générale, à la coordination, la durabilité et la gouvernance. C'est autant d'enjeux qui constituent des défis à relever pour accéder à la souveraineté alimentaire, mais pour promouvoir de façon durable les principes des investissements agricoles responsables. Chacun de ces enjeux, pour la réalisation de ces enjeux, donc face à ces défis-là, il y a de nombreuses contraintes qu'on peut rencontrer dans le processus d'appui à l'investissement agricole responsable. Au niveau de la formation, par exemple, on constate, et on l'a souvent décrié, l'inadéquation entre les curricula de formation et les réalités du marché ou bien les besoins spécifiques. L'inadaptation de l'offre de formation de façon générale ou le manque de structure d'encadrement des jeunes ou des bénéficiaires, des acteurs à qui sont destinées ces formations-là. L'information aussi, qui est souvent inaccessible ou en tout cas qui fait défaut pour la plupart des acteurs. Le foncier, ce n'est pas la peine de s'éterniser là-dessus, je pense que c'est la question principale lors de ce forum-là. L'accès au foncier, l'accès aux autres facteurs de production de façon générale constitue également une contrainte ou bien des contraintes majeures pour la promotion des investissements agricoles responsables pour la plupart des acteurs. Et enfin, la coordination, le déficit de coordination. On en parle souvent, c'est-à-dire la multiplicité des interventions sans harmonie, sans structure d'encadrement, d'harmonisation, de mutualisation des efforts en vue d'assurer la durabilité également des investissements et la gouvernance. Enfin, les principes pour un investissement responsable dans l'agriculture ont été le fruit
de travaux, disons, inclusifs de l'ensemble de la communauté internationale. C'était dans le cadre du processus multi-acteurs inclusif dans la communauté de sécurité alimentaire mondiale. C'était en 2014 où l'ensemble des catégories d'acteurs de façon inclusive ont participé à la réalisation de ce cadre directeur normatif international. Donc qu'il s'agisse des acteurs privés, publics, de la société civile ou des partenaires techniques et financiers, tout ce beau monde-là a contribué à la réalisation, à l'élaboration de ce cadre directeur des principes. Slide. Il s'agit de 10 principes qui tournent autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est le premier principe. Contribuer donc à l'investissement agricole responsable vise avant tout à contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, au développement économique, social, durable et inclusif. Le temps. OK. À l'égalité hommes-femmes, l'autonomisation des jeunes, les droits fonciers, l'utilisation durable des ressources naturelles, l'héritage culturel et la diversité, la sécurité sanitaire, la gouvernance inclusive et l'évaluation des impacts. C'est autant de principes qu'il faut veiller à intégrer dans le but de, disons, faciliter la durabilité des interventions en termes d'investissement. La section 2 va porter sur la gouvernance, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Allez-y. En fait, l'importance d'un environnement favorable à l'investissement responsable se situe au niveau du volume et de la qualité des investissements dans l'agriculture. Les politiques, les institutions, les lois, les cadres d'incitation, les processus doivent être harmonisés. Les institutions doivent être suffisamment fortes, favorables à l'investissement agricole responsable, souveraines. Donc, les efforts à déployer par les acteurs chargés de la promotion des investissements responsables doivent viser à capaciter ces institutions-là, qu'elles soient parlementaires ou à un autre niveau, même au niveau local ou territorial, faire en sorte de les sensibiliser sur la thématique, appuyer l'élaboration de politiques cohérentes, efficaces, alignées aux objectifs de développement durable, mais naturellement aussi tenant compte des réalités, des principes de l'investissement agricole responsable, des lois adaptées au contexte et aux besoins au niveau local, des incitations qui ne visent pas seulement, disons, qui visent à développer l'esprit d'entreprise, l'esprit créatif, l'innovation et à assurer les conditions d'une durabilité, mais surtout les processus, avec des cadres de dialogue, des cadres inclusifs, un processus participatif qui, qui inclut toutes les parties prenantes, l'ensemble des acteurs pour l'intégration des principes, le respect de ces principes-là dans le processus d'investissement. C'est à différents niveaux qu'on peut noter cette intervention au plan international ou supranational à travers les accords relatifs à l'investissement, au plan national à travers donc les cadres que j'ai évoqués tout à l'heure de dialogue multipartite ou d'action concertée, au plan territorial à travers concrètement des clusters ou des structures fédératrices ou faîtières qui aident à mutualiser les services et les ressources au profit des investisseurs et des acteurs. L'appui au gouvernement, enfin, donc pour un investissement responsable, l'appui de la FAO au gouvernement. Cet appui se manifeste à 3 niveaux. D'abord, au niveau de la production de connaissances, de données, de preuves scientifiques, et au niveau de la sensibilisation des acteurs. Pour le cas du Sénégal, par exemple, un travail important de cartographie d'abord, d'identification des acteurs a été mené, de capacitation de ces acteurs-là
mais également de sensibilisation des jeunes et d'harmonisation des critères de ciblage pour donc, les projets et programmes d'investissement agricole responsable. La deuxième étape, c'est les agents, la capacitation de ces acteurs-là à travers donc, des formations. On en a organisé plusieurs, que ce soit des formations destinées disons, aux fonctionnaires, aux structures publiques, des formations destinées aux acteurs à la base, des formations destinées aux organisations de jeunes. Enfin, le changement politique et institutionnel à travers des plateformes multi-acteurs, des outils et processus de screening, des politiques renforcées. Un outil de screening a été développé par la FAO pour appuyer les communautés, les collectivités territoriales dans le processus d'évaluation des projets d'investissement, donc pour faciliter un peu une bonne compréhension, une bonne harmonisation dans le processus. Enfin, la production de documents et d'outils qui sont destinés à l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Il s'agit de guides et outils pratiques tels que le guide pour le manuel sur comment stimuler et pérenniser les investissements des jeunes agri-entrepreneurs ou l'outil de planification stratégique, le manuel pratique de l'intervention à l'intention du moins des parlementaires, un guide sur les incitations à l'investissement responsable dans l'agriculture et enfin un outil de screening qui a été partagé avec donc, un peu l'ensemble des acteurs qui a été élaboré ou finalisé avec l'appui de notre partenaire l'IPAR. Et enfin, le cours d'apprentissage en ligne, donc, qui vient d'ailleurs de démarrer au mois de novembre dernier et qui se poursuit pour destiner donc à l'ensemble des acteurs à la base et va aboutir à la capacitation donc, de ces acteurs. Voilà en résumé ce que je voulais partager avec vous. Je vais aussitôt passer la parole à M. Camara de la CNES qui va nous en tenir de la contribution du secteur privé aux objectifs de souveraineté alimentaire, parce que vous savez tous que les objectifs assignés à l'État du Sénégal, ça compte beaucoup sur le secteur privé en termes de contribution. Vous avez la parole, M. Camara. Donc, pour vous parler de cela, nous allons essayer de répondre à quelques questions qui nous avaient été envoyées par le comité scientifique d'organisation. Et la première, c'était la place du secteur privé dans les politiques et programmes nationaux de souveraineté alimentaire. Donc, pour répondre à cette question, nous nous sommes dit peut-être qu'il fallait diviser en 2 ou 3 sous-questions. Et la première, c'était est-ce que cette implication est nécessaire? Et pour cela, quand nous voyons les données de la DAPSA relatives à la production agricole des ménages ruraux et l'usage qui en est fait, on voit que par exemple le riz pluvial, 45% est destiné à l'autoconsommation et 5% mis en stock. Le riz irrigué plutôt, le riz pluvial 62% et 27% en stock, le mil 57% destiné à l'autoconsommation et 27% mis en stock. Ce qui veut dire que la partie qui est réservée pour les autres ménages est très faible. Et on voit que durant qu'aujourd'hui, la consommation, le centre de gravité a basculé vers le milieu urbain. Ce qui veut dire que nous voyons concrètement qu'on a un déficit de disponibilité des ressources alimentaires. Et nous voyons aussi qu'en Afrique de l'Ouest, une étude de l'OCDE montre que les prix alimentaires sont 30 à 40% plus élevés que dans le reste du monde à niveau de revenus équivalents. Donc la question de la nécessité ne se pose plus. La deuxième question, s'il vous plaît, c'est que cette situation que nous voyons au niveau du Sénégal est aussi valable dans la sous-région. Et les besoins non couverts au Sénégal à l'horizon 2040 sont estimés entre 7 000 et 13 000 milliards. Donc c'est un marché important. Et au niveau de l'UEMOA, il varie entre 50 et 100 000 milliards selon les niveaux de progression qui ont été retenus.
Donc c'est une implication qui est nécessaire pour le marché national, mais aussi pour le marché sous-régional. S'il vous plaît. Mais est-ce que aussi cette implication du secteur privé est sollicitée ou correspond à une demande des gouvernants? On voit que, par exemple, en 2005, l'ECOWAP, dans sa vision, intègre la promotion des entreprises agricoles grâce à l'implication du secteur privé. Cet appel a été réitéré à Malabo, où les chefs d'État s'engageaient à promouvoir l'investissement privé dans l'agriculture, l'agrobusiness et l'agro-industrie. Et à Dakar 2, en 2023, cet appel a été renouvelé. Et si on voit au niveau local, le PSE, qui constitue un peu notre cadre de référence de politique, vise dans son axe 1 la transformation structurelle de notre économie. Nous allons nous arrêter un peu sur cela parce qu'on voit que cet axe comporte un dilemme qu'on n'a pas encore résolu. Parce que nous voulons transformer les structures de notre économie, mais nous voulons aussi garder un statu quo. Un statu quo parce que si on veut transformer l'économie, il y a un passage d'actifs d'un maillon de secteur primaire à un maillon de secteur secondaire. Et ce passage aussi va intégrer des transformations dans le primaire. Mais est-ce que ceci a été l'objet d'un débat? Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs du secteur primaire sont conscients de cette transformation qui est voulue par les autorités? Et nous pensons que si nous voulons construire un Sénégal où les jeunes trouvent de l'emploi, où il fait bon vivre, il faudrait que nous partagions ensemble cette vision. Parce que si on voulait transformer structurellement l'économie, le nombre d'actifs bougeant du secteur primaire va nécessiter peut-être des exploitations beaucoup plus grandes, des transferts de propriété entre les exploitations familiales, l'installation d'autres exploitations, mais ceci ne peut pas être seulement porté par les dirigeants, mais doit être discuté et partagé par la population. Et je dis souvent avec certains collègues que si nos documents de politique sont importants et cohérents, on doit les retrouver sur les tables des décideurs. Construire des contraintes et des opportunités, et ces plans doivent être portés par l'ensemble des acteurs au niveau le plus local. Et si nous devons peut-être penser une transformation structurelle en prenant une entrée par le foncier et le secteur privé, on se voit donc qu'au niveau des défis, nous avons la nécessité d'augmenter la productivité agricole et la production globale. Quand on voit les rendements aujourd'hui que nous avons dans certaines spéculations, je vais prendre le cas de la tomate, on est autour de 23 tonnes, alors que nous utilisons des variétés qui ont des potentialités de 80 tonnes, on se rend compte qu'il y a un gap très important. On doit libérer des actifs agricoles, mais pas libérer des gens qui vont venir occuper des emplois de services qui ne sont pas rémunérateurs, mais des gens qui peuvent quitter l'agriculture avec un minimum de capital pour s'insérer économiquement. On doit fournir aussi à l'industrie de la matière première compétitive et de qualité. Parce que le produit agricole n'est pas un intrant industriel. Un intrant industriel répond à des exigences de qualité, des exigences d'information, des exigences de fréquence, de disponibilité. Et nous devons aussi, si nous voulons réussir la transformation et l'émergence, que les zones rurales soient des zones de consommation. Il faut un marché intérieur, un marché national fort. Parce que si vous avez une demande intérieure, les industries trouvent un moyen ou des relais pour fonctionner avant de pouvoir attaquer des marchés export. Et nous devons aussi préserver les ressources. Donc l'entrée par le foncier et le privé permettrait d'avoir des écosystèmes beaucoup plus productifs d'innovation et capables de faire une offre beaucoup plus importante en secteur industriel. Et c'est là où peut-être on a aussi une solution par rapport à la limitation sur l'espace sur le foncier. Parce qu'aujourd'hui, en augmentant les rendements, théoriquement, à rendement égal, on augmente le foncier qui est disponible. C'est-à-dire qu'on a des contraintes sur le foncier qui est fini, on a des contraintes sur le foncier à cause de la dégradation, mais on a aujourd'hui une marge, un levier très important, qui est que nous avons une marge de progression sur nos rendements. Et le secteur privé sait mobiliser les compétences, les ressources pour cela. Et aussi, si nous créons des emplois à travers le développement d'une industrie qui bénéficie d'une matière première compétitive, qui bénéficie d'un marché national constitué par des ménages urbains et ruraux importants, nous créons de l'emploi salarié qui permet
de réinvestir dans des exploitations familiales de départ qui permet de développer d'autres activités. Et nous pensons aussi qu'une cohabitation secteur privé-exploitation familiale permet d'avoir une gestion collégiale des ressources. Parce que les gens s'auto-surveillent. Slide suivant, s'il vous plaît. Maintenant, quelle est la place du secteur privé dans les stratégies d'amélioration de l'environnement des affaires, notamment le pilier foncier? Pour cela, la question que nous nous sommes posée, c'est aujourd'hui, suivant s'il vous plaît, qui fabrique nos politiques agricoles? Et en faisant des recherches à travers le document de SOS Fin, on voit que par exemple la NASAN, Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition, vient d'un groupe de secteur privé international qui aujourd'hui, à travers des fondations, à travers leur intégration dans des structures de l'ONU, véhiculent des idées, véhiculent des concepts qui sont aujourd'hui repris dans nos politiques nationales et régionales. Maintenant, cette transmission de concepts, souvent, fait que nous avons des cadres d'exercice qui sont très rigides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va parler agropole, tout le monde apprécie l'idée, mais dans la réalisation d'un agropole, est-ce que le même concept peut s'appliquer de la même façon en Côte d'Ivoire, au Sénégal, et au Sénégal, au nord, au sud, etc. Est-ce que donc cette importation de concepts ne nous lie pas? Et ce qui est un peu plus gênant pour ça, c'est le côté militant, c'est quand après c'est financé par de la dette. C'est-à-dire que nous nous endettons pour dérouler des programmes qui ne sont souvent pas conçus chez nous et dans des cadres très rigides, où les procédures créent souvent beaucoup de retard. Par exemple, quand on prend un projet comme les agropoles, malgré l'effort et le dynamisme des acteurs, mais entre les demandes d'avis de non-objection, les allers et les retours, le cadrage qui doit correspondre peut-être à certaines injonctions, on prend beaucoup de temps et le privé se dit, bon, finalement, ce projet n'est pas très sûr, je vais aller faire autre chose. Donc, pour que ça bouge, il faudrait peut-être que la fabrique de nos politiques soit beaucoup plus endogène déjà. Et aujourd'hui, au niveau national, quels sont les mécanismes qui permettent cette participation? Parce que pour une participation, il faut des acteurs, mais aussi il faut des mécanismes qui l'organisent. On voit qu'il y a une intégration du secteur privé dans le copil de certains programmes, dans les comités d'élaboration de stratégie. Et il y a même certaines institutions, comme l'APIX, qui intègrent des membres du secteur privé dans leur conseil d'administration. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que, malgré la volonté donc, de ces acteurs, ces arènes ont un poids dans la politique finale qui est élaborée? Ensuite, nous avons noté, durant l'expérience du Doing Business, qu'il y avait une capacité du secteur privé à travers la notation et le fait qu'il y avait une fréquence assez annuelle de publication, de ranking, etc., de pousser à avoir des réformes. Maintenant, sur le foncier spécifique, nous n'avons pas noté un espace de dialogue dédié, où on dit, bon, écoutez, sur le foncier, on va essayer d'échanger quels sont vos besoins, comment l'orienter. Ensuite, en dehors de l'expérience du PEDIDAS, il est rare de voir des offres formelles d'assiette foncière dédiées au secteur privé. Donc, on a vu rapidement les deux premières questions. Et la troisième, c'était quelle est la contribution du secteur privé à l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire? Et pour l'apprécier, nous pensons qu'il faudrait peut-être voir plus large et penser système alimentaire. C'est-à-dire à l'ensemble des activités, processus, infrastructures mobilisées pour qu'il y ait de la production d'aliments, mais qu'il faut du transport, du stockage, parce que souvent on consomme toute l'année des produits qui sont réalisés dans un laps de temps, mais aussi une transformation. Parce qu'on voit que les ménages urbains consomment à 41% des aliments transformés et c'est 36% dans le monde rural, ce qui n'est pas petit. Et cette transformation est assurée par le secteur privé. Et ce que les gens oublient aussi, c'est que la transformation est une des formes les plus optimales de conservation.
Mais au-delà de cela, il y a la distribution des aliments. Et aujourd'hui, on voit qu'avec le mode urbain, les difficultés de se déplacer, le secteur privé joue un rôle important pour rendre disponibles les aliments en proximité. Donc, cette contribution ne peut pas seulement se mesurer dans la partie agricole, mais voir globalement l'ensemble des services qui sont rendus autour de cela. Et si on peut essayer de schématiser, par la production et la transformation, nous générons des salaires qui permettent aux ménages de consommer. Et nous voyons que les ménages urbains achètent principalement leur alimentation. Donc, le salaire, la disponibilité de salaire est un élément important pour la sécurité alimentaire. Nous offrons aussi directement des aliments sur le marché domestique et sur le marché intermédiaire pour permettre à des industries de tourner. Mais nous payons aussi des taxes à l'État qui, à travers donc, ces politiques sociales, permet à des ménages d'avoir un filet qui leur permet de consommer. Et nous payons aussi des contributions locales à travers la contribution locale, locative et sur la valeur ajoutée, qui permettent aussi aux communes de fonctionner et d'appuyer d'autres structures. Maintenant, pour terminer sur cette question-là, juste quelques chiffres. Au niveau du Sénégal, nous avons plus de 80% des besoins en sucre qui sont assurés par une production nationale. Au niveau des légumes, on a une très forte production, même parce que ceux qui exportent ont des lignes dédiées au marché local. Sur la tomate, puisque les ménages consomment du concentré, 100% est assuré par la production nationale à travers les exploitations familiales et l'industrie de transformation, même si aujourd'hui nous admettons qu'on a 50% de matière qui vient venant du marché de la tomate locale et du reste de l'importé. Le secteur industriel national, c'est 608 milliards de chiffre d'affaires selon le document stratégie d'industrialisation du Sénégal. C'est 49,9% du parc industriel, composé de 27 grandes industries, 315 PMI et plus de 12 000 unités informelles. Et pour terminer, quelques recommandations. Nous pensons qu'il est nécessaire que nos politiques soient construites par le bas, à partir de ce qui marche. Et que aussi les filières peuvent être des leviers de participation des acteurs. Parce qu'aujourd'hui, quand on construit une souveraineté nationale, il aurait été peut-être intéressant qu'il y ait des débats au niveau des filières. Que la stratégie nationale soit un peu une synthèse de ce qui est fait dans les filières. Mais pas que les filières découvrent dans la stratégie nationale ce qui est réservé pour eux. Souvent, après, il y a un problème de portage et d'opérationnalité. Et que aussi les entreprises peuvent être intégrées au niveau des communautés comme des personnes morales. Et qu'elles aient une place dédiée dans les schémas d'aménagement. Parce que si nous voulons que nos jeunes arrêtent de prendre la mer, si nous voulons beaucoup de choses, on a besoin de leur offrir de l'emploi, on a besoin de monter des entreprises. Et ça, c'est pour moi le combat de notre génération, parce que les jeunes, ce qu'on leur demandait, c'est d'aller à l'école, d'avoir sorti avec des diplômes. Mais c'était à nous, pendant ce temps-là, de leur trouver de l'emploi. Parce que si on occupe un emploi à 25-30 ans et qu'on veut le garder jusqu'à 65 ans, tous les jeunes qui viennent derrière nous, si on ne crée pas d'autres, pour eux, on ne peut pas les empêcher d'aller chercher un meilleur ailleurs. Et pour cela, il faudrait que les communautés comprennent que les entreprises doivent faire partie de leur écosystème. Ensuite, au niveau des opérations domaniales où souvent des décisions se prennent pour les entreprises, nous notons pas la présence d'une structure d'appui. Par exemple, est-ce que l'APIX aujourd'hui siège à ce niveau pour que quand une entreprise demande une affectation, etc., oui, monsieur, il faut laisser passer parce que c'est temps d'investissement, etc. Ce serait peut-être une voie pour nous défendre. D'autres recommandations, pour nouer des partenariats, les acteurs privés ont besoin d'avoir en face des gens capables de le porter. Parce que quand vous allez dans une communauté et que vous avez un leadership fort, vous pouvez nouer un contrat de partenariat et être un peu rassuré. Et pour cela,
ce n'est pas seulement le parcours personnel des leaders, mais aussi la capacitation qui peut être faite sur le plan technique. Donc hier, on a vu beaucoup d'outils de planification spatiale. Il faudrait que ça soit disponible et maîtrisé au niveau local, parce que quand vous discutez, vous allez concrètement, finalement, dans un village, vous discutez avec des familles, etc. Donc c'est à ce niveau vraiment local que les décisions se prennent, avant de remonter à d'autres échelles. Donc il faudrait que ces compétences soient partagées le plus possible. Et que les gens aussi maîtrisent les lois et règlements, puissent savoir ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Avant-dernière recommandation, aujourd'hui, si je suis resté, c'est l'avant-dernière, je te promets. Au niveau si on veut que la souveraineté alimentaire soit le pilier de notre émergence, nous pensons qu'il serait nécessaire de faire un package de mesures dédiées. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous cherchez des informations sur l'agriculture, sur le code fiscal, vous allez voir les lignes précises, etc. Sur le foncier, c'est d'autres documents, sur le financement, etc. Mais maintenant, quand nous pensons qu'aujourd'hui, à travers la souveraineté alimentaire, on peut développer le monde rural, et comme dit la FAO, si vous créez de la richesse à partir des ménages les plus pauvres, cette richesse est durable. Et après, vous n'avez pas besoin que l'État fasse des ponctions pour faire des transferts à d'autres. Parce que c'est les plus pauvres au départ qui créent cette richesse-là. Donc, à travers la souveraineté alimentaire, on peut dire avoir un levier de transformation structurelle de notre pays sur tous les plans. Mais il faudrait que ça soit accompagné par un package de mesures sur le plan fiscal, sur le plan foncier et le plan du financement, que ça soit global et facilement compréhensible. Ensuite, instaurer des contrats de performance économique pour les bénéficiaires, parce qu'il ne s'agit pas de créer des rentes. Parce que le secteur privé est le premier contre les rentes et les installations anarchiques. Parce que quand nous découvrons dans la presse que monsieur a obtenu plus de 10 000 hectares, etc., ce n'est pas seulement les populations qui sont frustrées, mais le privé qui, pendant 10 ou 15 ans, a cherché à avoir 100 ou 200 hectares, ne l'a pas obtenu, et qui est connu au Sénégal, qui a un investissement, etc., est le premier frustré. Donc, il faudrait des contrats de performance pour ceux qui bénéficient de ce package-là et qu'il y ait un monitoring multi-acteurs. Et dernier slide. Hop. Il ne veut pas vous... Dernier slide, c'est-à-dire aujourd'hui, dans la construction des protocoles de partenariat, nous voyons souvent une idée d'une réflexion sur la durée. On donne un droit d'installation pour 10, 15 ans, etc. Mais c'est difficile pour une entreprise de s'installer, d'investir et de se fixer un horizon. Parce que l'investissement, il est important au départ, mais il est continu. Vous devez entretenir votre outil d'exploitation et en fonctionnement, vous avez des ressources qui sont éparpillées. Vous avez de l'argent chez vos clients, vous devez de l'argent à vos fournisseurs, vous devez de l'argent à la banque. Donc dire à ce beau monde qu'on met en place un système, mais ça ne durera que 15 ou 20 ans, ça veut dire que 5 ou 6 ans avant, tout le monde va commencer à freiner. Parce que c'est difficile de tourner à plein régime et de s'arrêter un moment pour que chacun reprenne ses actes. Nous pensons donc que si les gens veulent une sécurité, il faut que le protocole qu'ils signent puisse les sécuriser. Qu'est-ce que nous voulons quand vous vous installez chez nous? De l'emploi pour les jeunes, de l'accompagnement pour la commune, un respect de l'environnement, un respect de ceci, et que cela soit monitoré, et que tant que la communauté retrouve les avantages qui étaient escomptés, que le deal puisse continuer. Mais se fixer une durée, souvent, risque d'avoir l'effet contraire. Parce que la personne se dit, bon, de toute façon, au bout de 15 ans, je bouge. Est-ce que l'implication et l'engagement sera total? Donc, c'est une idée que nous voulions partager avec les communautés sur cet aspect-là. Nous savons que les gens ont besoin de sécurité parce que vous donnez un bien et c'est très important pour eux et il est difficile d'y revenir. Mais nous pensons qu'un encadrement par les engagements est beaucoup plus peut-être tenable qu'un engagement fixé sur une durée. Sur ce, nous vous remercions de votre aimable attention. Ce qui constitue une sécurité, parce que 15 ans, il faut se limiter à 15 ans, 20 ans, mais souvent ils mettent renouvelable. Donc, bon, après, les gens vont apprécier. Je pense qu'on va donner au secteur privé, d'abord, M. Mboup, pour qu'il réponde à essentiellement 2 questions.
D'abord, quelles sont les contraintes et défis liés à l'accès au foncier pour les entreprises? Et l'autre question, c'est comment booster la contribution des entreprises agricoles dans l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire. Je pense que si vous l'abordez si vous répondez à ces questions, vous pouvez compléter véritablement la contribution du secteur privé avant qu'on ne passe la parole au maire. Parce que nous savons tous que l'agriculture, de manière générale, est pratiquement l'un des premiers métiers de l'homme. Dès que l'homme est apparu sur Terre, il s'est préoccupé de la manière dont il doit se nourrir. Et naturellement, c'était la quête à l'époque qui est à l'ordre du jour. Et depuis lors, cette préoccupation est restée constante. Et les hommes ont progressé dans leur compréhension de cette problématique, dans l'organisation, dans les outils mis en œuvre, dans les techniques appliquées, toujours pour trouver les moyens de se nourrir décemment, d'avoir la nourriture en qualité suffisante et en quantité suffisante. Donc c'est une préoccupation qui est constante. Donc aujourd'hui encore, à notre époque, cette problématique se pose. Et naturellement, dans cette problématique de sécurité alimentaire, le secteur privé a un grand rôle à jouer. Parce que de manière générale, le secteur privé est, partout dans le monde, le principal pourvoyeur d'emplois, le principal pourvoyeur de revenus, le principal pourvoyeur de moyens pour accéder à l'alimentation décente. Donc le secteur privé a un rôle à nul autre égal pour pouvoir en tout cas jouer son rôle dans la réalisation donc, de la souveraineté alimentaire. Ici au Sénégal, nous savons tous que le foncier est la base productive de l'agriculture. Le foncier est l'élément essentiel sur lequel se produit l'agriculture. Par contre, le foncier est aussi un élément de concurrence et de compétition très forte entre différents usages. D'abord, vous avez les hommes qui augmentent, qui doivent habiter quelque part, qui doivent construire des maisons, etc., etc. Au Sénégal, en 1960, au moment de l'indépendance, nous étions 3 millions. Nous sommes aujourd'hui 18 millions et nous serons 35 millions dans quelques années. Or, notre superficie n'augmente pas. Elle est la même. Et ces personnes qui naissent, qui viennent, doivent non seulement habiter quelque part, donc ils viennent compétir avec l'agriculture, mais ils doivent aussi se nourrir, donc ils doivent avoir des champs pour cultiver. Si c'est des pastoraux, ils doivent avoir des terroirs pour la transhumance du bétail. Quand on prend les pêcheurs, ils emploient aussi, en fait, c'est la terre. Quand on prend les forestiers, c'est la terre. Quand on prend les programmes miniers, c'est la terre. Donc, il y a une compétition très forte par rapport à la terre. Les compétitions augmentent, les besoins augmentent. Or, la superficie dont nous disposons depuis 1960, d'environ 200 000 km², ne bouge pas. Donc, naturellement, ça crée des problèmes énormes. D'où la nécessité de dialogue permanent autour du foncier. Permanent. Dialogue multi-acteurs autour du foncier. Et donc, c'est heureux qu'au Sénégal, nous ayons ce forum donc qui permet à des communautés, à des personnes venant de divers horizons, de parler, d'échanger et de trouver des solutions aux différentes compréhensions et aux conflits qui ne manquent pas de toujours apparaître. Donc, c'est extrêmement important. Parce que tout simplement, la compétition est très forte vis-à-vis donc, de tous les acteurs qui veulent utiliser la terre. Pour les entreprises, aujourd'hui, je dois dire que l'entreprise sénégalaise agricole a de plus en plus de difficultés à accéder à la terre. C'est des difficultés. Combien de projets agricoles au Sénégal ont été abandonnés
tout simplement du fait qu'il n'y a pas eu accès au foncier. Moi, je pense que c'est beaucoup. Des gens qui sont prêts à investir, mais ensuite, le foncier pose un problème. Il pose un problème, non pas parce qu'il n'y en a pas assez, mais parce que le foncier est mal géré. Parce qu'aujourd'hui, sur les 4 millions d'hectares environ que nous avons de foncier arabe, c'est juste 2 millions, 1,8 million aujourd'hui qui sont occupés. Donc, on a du disponible. Et la moyenne mondiale aujourd'hui est autour de 100 et quelques hectares par habitant. Nous sommes à 300 et quelques hectares par habitant. Donc, ça veut dire que fondamentalement, on n'est pas dépourvu en ressources foncières. Par contre, la gestion des ressources foncières pose problème. Parce que jusqu'à maintenant, c'est la loi de 1963, la loi foncière, qui est de rigueur. Et cette loi-là comporte beaucoup de lacunes parce qu'il pose des principes qui aujourd'hui peut-être ne sont plus adaptés à l'agriculture. C'est deux grands principes qu'il pose, la non-cessibilité et la non-transmissibilité. Or ça, aujourd'hui, si ça a permis de conserver les terres, mais c'est aussi un frein à l'investissement. Parce qu'il est évident que l'agriculture, comme l'industrie, comme le commerce, demandent des financements, demandent de l'investissement. Or, aujourd'hui, le statut des terres au Sénégal, le statut foncier, ne permet pas aux petits producteurs d'accéder justement à des financements pour moderniser et pour développer leur production agricole. Ça ne permet pas. Comment vous pouvez aller demander de l'argent à un banquier quand même la terre que vous cultivez, qui est votre bien principal, ne vous appartient pas. Vous n'avez pas de droit réel sur cette terre-là. Mais ça pose des problèmes. Or, l'agriculture, comme l'industrie, comme le négoce, demande et exige des moyens financiers extrêmement importants. Donc, la première chose d'abord, il faut régler cette question-là foncière. Malheureusement, depuis 1960, il y a eu beaucoup de tentatives de règlement de cette question foncière, mais ça n'a pas abouti. La dernière, c'est la Commission nationale de la réforme foncière, la CNRF. Cette commission a travaillé pendant 5 ans, a produit un document de politique foncière depuis 2018. Ce document a été remis depuis avril 2018 au chef de l'État. Aujourd'hui encore, donc, on n'a rien fait pour essayer de voir comment appliquer donc, ces conclusions, qui étaient des conclusions quasi consensuelles de l'ensemble des acteurs donc, économiques du Sénégal. Donc, il y a eu la LOASP, la loi d'orientation agro-silvopastorale, qui est une loi extrêmement importante, qui pose des problèmes, qui propose des solutions, mais là aussi, l'application de cette loi pose problème. Ce qui fait que nous sommes toujours, en tout cas, sur les fondements légaux de droit donc de 1963 et qui, à bien des égards, ne sont plus adaptés. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille vers la création de droits réels pour les exploitations agricoles. Pour que le pré-exploitant ait des droits réels sur cette terre-là. Pour qu'il puisse aller hypothéquer cette terre au niveau de la banque, mettre ça en garantie, en sûreté réelle, pour avoir des fonds, investir. Donc, augmenter sa production et contribuer à la souveraineté alimentaire. Ça, c'est un très grand problème. De manière générale, au Sénégal, nous sommes combien de ménages? Il y a environ 2 millions de ménages au Sénégal, des maisons. Les titres fonciers, au nom des Sénégalais, il n'y en a que 170 000. 170 000 titres fonciers. Tout le reste, ce n'est pas titré. C'est pas titré. C'est quelquefois des baux, des permis d'occuper, des terrains non immatriculés, par-ci, par ça. Ce qui fait que vous avez des gens qui ont des terrains extrêmement de valeur, qui ont des investissements de valeur là-dessus, mais aujourd'hui, s'ils veulent 100 francs à la banque, ils ne peuvent pas hypothéquer cet avoir-là, parce que le terrain n'est pas titré. Donc aujourd'hui, au Sénégal, on doit réfléchir sur ça. Comment faire pour titriser donc, les maisons? Parce qu'en fait, ça va booster l'économie. Ça va booster l'économie. Parce que si quelqu'un a un titre sur son patrimoine, s'il a un besoin d'investissement sur un projet, il peut aller à la banque demander de l'argent. Mais aujourd'hui, il n'y a que environ 180 000 titres fonciers au Sénégal. Donc tout le reste, beaucoup d'entre nous, ils ont des terrains, ils ont des maisons, mais il n'y a aucun papier légal qui leur permet aujourd'hui
de faire de ce patrimoine-là un moyen économique donc de produire pour le Sénégal. Et ça, c'est des problèmes aussi qu'il faut que nous adressons. C'est des problèmes réels qu'il faut que nous adressons. De manière générale, l'entreprise sénégalaise est prête à travailler dans le sens, en tout cas, d'appuyer la production agricole. Parce que moi, ce que je crois, ma conviction, c'est qu'une agriculture repose sur deux piliers. Exploitation familiale et agrobusiness. Ce sont ces deux piliers qui dialoguent entre eux, qui s'aident entre eux, qui permettent à une agriculture d'être florissante et de développer. Il n'y a pas un pays dans le monde qui, en agriculture, est en avance s'il n'y a pas ces synergies-là entre ces deux formes d'agriculture, agriculture industrielle, entre guillemets, et exploitation familiale. Les agricultures familiaux étant tirées par la grande agriculture, qui partagent avec les exploitations familiales, donc leurs expériences, mais aussi leurs équipements, leurs moyens, etc. L'aspect qui est important, souvent qu'on n'a pas assez abordé, c'est le financement de l'agriculture et de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, les banques sont sur liquide au Sénégal. Mais les banques participent uniquement à hauteur de 22% au financement du PIB. Ce qui fait que la PMI, qu'elle soit agricole, qu'elle soit industrielle, aujourd'hui, a difficilement accès à un financement. Les taux d'intérêt sont très élevés, les sociétés réelles demandées sont extrêmement élevées. Donc ça aussi, c'est une problématique à mon avis que nous devons adresser. Merci. Je pense que les maîtres mots, c'est le dialogue, c'est la réforme sur l'accès au foncier. Je pense qu'après, les intervenants pourront un peu compléter et vous interpeller sur les questions. Le secteur privé a beaucoup fait état des difficultés d'accès au foncier. Et tout le monde connaît le rôle qui est prééminent des maires dans la gouvernance foncière, les difficultés d'implantation des entreprises privées dans les collectivités territoriales ont été relevées. Je pense que je vais donner la parole au maire de Mont-Rolland qui va partager avec nous une expérience réussie d'implantation d'une entreprise de façon concertée. Monsieur le maire, vous avez la parole. Au nom des populations de Mont-Rolland, du conseil municipal, je vous remercie pour cette invitation. Donc nous allons faire notre exposé en 2 temps. D'abord une vidéo de 5 minutes, puis je vais parler pendant 10 minutes. Merci beaucoup. fii ku fi ñëw gis ka di nga xam ni maire liggéey na xam nga ne bii xalaat waa da nga xool yii doomu aadama kenn ku ne war a yóbbu dara sa kër loolu bu ñu toogoon fi fu ñu koy jëlee dañ ko mën a am salaire yi waa ji wax ni moom lay fay fii millions yi muy fay fii par mois loolu bu fa amoon dina fi génn milliards yi fi génn par at loolu bu mu amoon dina fi génn kon xalaat bi daal ki ko tëbliir muy maire ak ñi ko si jàppale yàlla na yàlla jàppale. projet bi avant bu ñëw méttoon na lool waaye it yàlla def ni jàmm ndax dëkk bi dëgëroon na ndax boo calculé ñu bari danaan jóge fii dem Ndakaaru di def bon te boo calculé am na ñoo xam ne dañ nekk Ndakaaru
seen néeg bi xat na ñu tëral fa lu mat juróomi nit wala juróom-benn nit ñu tëdd ci suuf borom kër gi tëdd ci kaw ak waa këram kon loolu bu demee ba yàlla dindi ko it sant ci yàlla trop sant ci yàlla amoon nañu nag ñoo xam nga ni bon taxawoon nañu ni projet bi du am waaye nag yàlla dogal na li mu dogal ba yàlla projet bi am tey. suuf kenn du ko lekk kenn du ko naan dañ koy liggéeyloo rek te kenn du jël suuf yóbbu nañ dalal xel yi xool ne suuf waxtaan pour jëfandikoo ko mais kenn warul liggéey suuf borom ñàkk loolu aussi beneen waxtaan la kon borom suuf dafa war a am waxtaan bi mu waxtaan pour ànd defar borom xaalis warul nangu suuf ku amul xaalis borom tool warul ñàkk toolam ndax amul xaalis mun nañu juboo ànd par exemple bu ñu def fii ci dëkk bi moom moo gën pour man mi liggéeykat waa Morolan ñoo mu ëpp avantage ci projet bi man directeur laa man ma ànd ak ñoom mais waa Morolan ils sont payés au chiffre d'affaires waxuñu la bénéfice parce que peut-être man su may am xaalis il faut tool bi def bénéfice bu tool bi deful bénéfice damay toog croiser les bras ça fait 3 ans maa ngi croiser les bras mais ñoom ñii bénéfice ñàkk am ci production bi lañ leen di fay. Alpha Japan dot fe Saint Jim ay dot fe ba maram bay dot fe jogo ba maram bay daru los loyema Fadem bay Woli bay Nego Jor ya sama jay ya sama jumi ay dot fe taj ba golde dot fe Victor Sis dot fe Gabriel Maringay Alexis Beck moom ma sañoon moom mu gën a yaatu ndax parce que mu ngi dimbali jaboot yi mu ngi dimbali borom kër yi ndax ñun pour jàppale suñu jëkkër rek moo ñu tax a jóg ñun jàppale suñu jëkkër rek moo ñu tax a jóg. liggéey bi daal changement lañ ci gis bu baax ndax yor na ci suñu jaboot ñu ngi ciy tedd ñu ngi ci liggéey suñu soxla yi ñu ngi dox suñu soxla ba ko mel ni man sax dem naa dem Dakar waaye dematuma sax Dakar. li ngay dem Dakar di fa fay logement di fóot ak jaay cere nga ñëw def ko sa biir réew. vraiment kontaan nañu di sant maire di ko gërëm nag di ko ñaanal yàlla na yàlla jàppale. Bon, ça c'est la représentation de la commune de Morolan qui est limitée par plusieurs communes, Notto Gouye Diama, Fandène, Cherif Lo, Pambal, Diender et Keur Moussa. Voilà, donc je pense que c'est important la situation. Dans les années 70, il y a eu quand même la sécheresse et il y a eu des années où il y a eu 0 récolte à Morolan. Donc vraiment c'était difficile pour les gens. C'est ce qui a fait quand même un exode massif vers les centres urbains. Donc voilà, plus de la moitié de la commune était dehors. Allez-y. Donc les populations de Morolan dans une situation de pauvreté extrême, ça quand même c'est une réalité, comme j'ai dit. Mais avant, il y avait même des greniers. Et les gens, il y avait un grenier qui était réservé pour le mois de juillet, août, septembre, pour la période de soudure. Mais quand les greniers ont disparu depuis 1970, donc les gens dépendaient presque des gens qui travaillaient à Dakar ou ailleurs, en tout cas pour envoyer quelque chose à la maison tous les mois. Et ça, c'est quand même, ça permettait aux gens d'avoir une dignité. Parce que toutes les décisions venaient aussi de l'extérieur. Je pense que ça, c'était une difficile. Donc les gens étaient. Il est arrivé des moments où j'ai parlé de famine, les gens ont tapé sur moi. Mais moi qui suis le maire, quand des gens viennent chez moi, dans mon bureau, qui pleurent, des vieilles personnes qui pleurent, hommes ou femmes, pour dire que je n'ai pas de quoi manger aujourd'hui, pour moi, c'est la famine. Ou bien, en tout cas, les gens ne mangeaient très mal, en tout cas. Slide suivant. Donc, initiative pour le projet, voilà, c'était presque devenu une demande pour les... Parce qu'il y avait un projet à Dias et les femmes de Morolan devaient quitter 5 h du matin et revenir très tard le soir. Donc, il y a des enfants qui ne voyaient même pas leurs enfants. Donc, c'était très difficile. C'est pourquoi les gens ont demandé, mais nous avons de la terre, nous avons de l'eau, il faut faire venir le projet. C'était une demande des populations de Morolan. Slide suivant. Donc, la négociation, on a négocié pendant 6 mois, c'est des allers et retours. On a même organisé des visites d'échange à Dias.
Mais voilà, on s'est entendu sur certains points. Les propriétaires des champs se sont engagés à mettre à disposition leurs champs au projet pour une durée de 35 ans. Je pense que c'est revenu dans les expositions précédentes. La commune a donné à chaque propriétaire de champ un extrait de plan cadastral et une attestation de propriété, signée par le chef de village et le maire, pour montrer que c'est son champ qu'il a mis à disposition du projet. Le projet aussi devait donner à chaque propriétaire une impense de 500 000 francs l'hectare. C'est sur la terre. Mais le projet aussi devait payer à chaque propriétaire une impense sur les arbres, suivant le barème fixé par les textes réglementaires du Sénégal. Le projet aussi donne des ristournes. Tout à l'heure, vous avez vu qu'il y a eu 28 millions de ristournes. Sur chaque tonne vendue à l'étranger, le projet paye 10 € à la commune. Et ce qui est vendu local, la vente locale, c'est 5 € par tonne. 50% de la ristourne sont utilisés pour les infrastructures de base, c'est les classes, en tout cas pour les pistes ou bien l'eau. Les 50% autres sont restitués aux propriétaires des champs, au prorata de la surface de chacun. Les propriétaires des champs sont prioritaires aussi pour l'emploi. Slide suivant. Slide. C'est un peu qui est à la manœuvre ou bien? Voilà, mise en place du projet. Je pense que c'est en 2017 qu'on a mis en place le projet. Donc après avoir eu l'accord de tout le monde, on a fait une délibération de 350 hectares pour 35 ans renouvelables. Le projet a commencé par un champ-école qui a servi à former beaucoup de paysannes et de paysans dans les techniques de l'agriculture. Le partenaire a investi autour de 10 milliards avec une technologie de pointe. Je pense qu'il faut visiter ce projet parce que toutes les personnes qui arrivent là-bas, il y a une seule phrase qu'ils disent: je ne savais pas qu'un tel projet existait au Sénégal. C'est parce qu'il y a une technologie de pointe qui est mise en place. La délibération a été faite en 2017, ça c'est les contraintes, mais on a démarré en 2019 parce qu'il y avait un groupe, vous voyez les politiciens tout le temps, c'est ça. Ils ont bloqué le projet presque pendant 2 ans. C'était des allers et des retours à la gendarmerie, on nous a porté plainte, on est même allé jusqu'à la Cour suprême. Hein. Mais heureusement pour nous, quand les membres de la Cour suprême sont arrivés, il y avait même un membre de la DESCOS, ils ont presque balayé de revers tout ce qui... Parce qu'il y avait des milliers de personnes qui travaillaient. Et comment eux, ils pouvaient demander de supprimer un tel projet? Voilà, je pense que c'était ça un peu le truc. Mais fort heureusement, nous avons quand même surpassé toutes ces contraintes. Mais on a frôlé des heures. Hein. Vraiment, c'était difficile. Parfois même, il y avait des camions de gendarmerie qui descendaient sur le champ. Parce que, voilà, il y avait 2 groupes qui étaient là et qui se regardaient en chien de faïence. Ce n'était pas évident. Suivant. Les résultats et les impacts, je pense que vous en avez vu dans le truc. Il y a près de 2600 emplois, dont 400 permanents, avec une masse salariale d'1,3 milliard par année. Nous avons constaté un vaste retour de Morlandais, des centres urbains vers Morlan. Maintenant, ce retour vers Morlan, l'exode maintenant, c'est le sens inverse. Partout à Morlan, il y a des chantiers de bâtiments, ce qui est une preuve de l'amélioration de la situation économique. Quand le bâtiment va, tout va bien. Je pense que c'est une citation de Martin Nadeau. Il y a un développement des autres services, commerce, transport. Même les ouvriers, les maçons. Aujourd'hui, à Morlan, c'est difficile d'avoir un maçon disponible. Tellement qu'il y a une demande de construction qui est là. La santé particulièrement des enfants et de leur situation scolaire se sont beaucoup améliorées. Les enfants de Morlan ne mangeaient pas bien. Et ça avait un effet sur la santé et les résultats scolaires. Donc de 0% pour certaines écoles, aujourd'hui on est à 100% un peu partout dans les écoles. C'est ça donc je pense que ça a eu un impact. Ce n'est pas le seul effet, mais ça a participé à ça. Avec l'arrivée, les populations de Morlan consommaient le pain pour les... Je vais donner un peu de trucs pour les peuls. Nous, on mange le quart horaire là. Quand ils revenaient le soir, c'était plein de mbourou, de pain en haut. Mais aujourd'hui, quand même, on a dépassé ça. Aujourd'hui, on a 3 fours à pain qui produisent du pain neuf tous les jours au ménage. Voilà, pour la conclusion, donc la question foncière, je pense qu'il n'en a pas tort, c'est crucial au Sénégal aujourd'hui. Il risque d'évaluer la loi sur le domaine national, la loi de 1964, pour en faire des modifications. 60% des Sénégalais, ou même des Morlandais, n'arrivent pas à nourrir leur famille.
avec l'exploitation familiale. Cela signifie qu'il y a une difficulté liée au changement climatique. Il serait utile d'allier l'agrobusiness avec l'exploitation familiale pour mieux développer l'exploitation familiale, parce que les ouvriers de l'agrobusiness acquièrent de nouvelles compétences et des moyens qui peuvent servir à développer les activités agricoles dans les autres champs. Je pense que nous devons aussi aller vers l'actionnariat. Je pense que c'est dans le camp de l'APIX et M. Camara. On doit aller vers l'actionnariat, à la mise en place de toute entreprise dans une commune. Les propriétaires des champs et le conseil municipal doivent être des actionnaires, équivalent à ce que nous appelons ristourne avec QFS. Cela va permettre aux familles et à la commune d'avoir des ressources stables et durables. C'est un moyen de diminuer les conflits sur le foncier et d'aller vers une large exploitation de la terre. Dieu nous a gratifiés de tous les facteurs pour développer le Sénégal à partir de l'agriculture. On a la terre, on a l'eau, on a le climat, le reste c'est nous. Je vous remercie. Ceux qui cherchent à s'implanter dans les collectivités territoriales, souvent ça va au-delà de l'agriculture. À Morolan, j'ai accompagné un investisseur qui voulait mettre en place une unité dans le bâtiment, je pense, avec l'accompagnement de la GIZ, la coopération allemande, la KfW. Donc, il faut instaurer le dialogue, il faut capitaliser les expériences réussies pour avancer dans la réforme foncière et pour améliorer l'investissement vers la sécurisation de l'investissement. Pour notre part, au niveau de l'APIX, qui est une agence de promotion d'investissement, je pense que nous assurons le secrétariat permanent du cadre de référence du dialogue public-privé qui est le Conseil présidentiel de l'investissement. Et ce n'est pas le seul cadre de dialogue qui existe. Il y a les cadres de dialogue comme celui-ci, il y a les cadres de dialogue territoriaux comme celui qui a été présenté au niveau de Saint-Souffle. Je pense que les suggestions assez pertinentes qui sont ressorties de ces cadres de dialogue doivent être remontées via le secteur privé qui vont le présenter lors de la session du Conseil présidentiel de l'investissement. Il faut qu'on établisse des croix de collaboration entre le cadre de dialogue du CPI et les cadres de dialogue sectoriels ou territorialisés pour pouvoir optimiser les suggestions pour que le gouvernement puisse s'engager dans des cadres de réforme qui puissent faire avancer les choses. Voilà, et je pense qu'il y a aussi des thématiques spécifiques qui mériteraient d'être adressées avec l'accompagnement de IPAR et la plateforme La Gouvernance Foncière. Je pense que sur la question, est-ce que l'investissement, est-ce que le titre foncier, il faut forcément un titre foncier pour valoriser l'investissement? Je pense qu'on ne peut pas tirer des conclusions hâtives, il faut créer le débat. Inviter les banquiers, parce que c'est les banquiers qui gèrent le risque qui peuvent vous dire si effectivement c'est une garantie forcée ou bien est-ce qu'il faut. Donc je pense qu'il faut créer des cadres pour continuer ce débat, mais instaurer un dialogue permanent pour améliorer l'investissement dans le secteur agricole et atteindre la souveraineté alimentaire. Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier pour la qualité des interventions. Je déclare clos la session. Merci beaucoup.